Monsieur Olivier Ronet, bonjour. Bonjour, monsieur Van den Bavière. Merci d'avoir accepté cette invitation à la librairie Notre-Dame de France pour nous parler de votre livre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Tout à fait. Alors Olivier Ronet, présentez-vous et dites-nous qu'est-ce qui vous a passionné chez Flaubert et notamment pour ce tome 1, puisqu'il y aura une suite, son rapport au Grand Orient de France. Alors, donc en fait c'est une longue histoire. Je suis de métier ciné-magicien, donc on va dire en quelque sorte prestidigitateur. J'ai travaillé pendant des années sur l'univers de Georges Méliès. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai voulu renouveler mon travail et je me suis intéressé un peu à l'origine de mon métier, c'est-à-dire la magie. Donc je suis allé en Égypte, j'ai vu que j'étais envahi de bon nombre de lacunes, et à ce moment-là, j'ai découvert que la magie était associée à la médecine, que l'Égypte était mère de la médecine, et qu'il y avait autour de ça la possibilité de réaliser une exposition, un spectacle, une conférence, des films, etc. Et je me suis progressivement orienté pour des raisons commerciales, puisque je suis rouennais, sur le voyage en Égypte de Gustave Flaubert, surtout que Flaubert, lors de son voyage, va rencontrer un mage nubien, près de Philae, et que ça me permettait d'associer l'œuvre littéraire de Gustave Flaubert à mon métier, donc un spectacle de magie, de prestidigitation. Alors Gustave Flaubert, 1821-1880, les dates du voyage en Égypte. Alors là, on est en Égypte, c'est 1849-1850. Il y restera 8 mois. J'ai construit une exposition, le spectacle de magie orientale, une conférence, d'ailleurs la conférence qu'on retrouve dans le DVD du livre, j'ai présenté mon ouvrage, donc cette exposition, le film, etc., au musée Flaubert. Et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait au musée Flaubert un certain nombre d'indices qui associaient la médecine à la franc-maçonnerie. Alors, donc, j'ai posé des questions, et à chaque fois, on ne me répondait pas, parce que, visiblement, les gens ne savaient pas. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a, donc, à partir de là, une lacune autour de Flaubert, et c'est à partir de cette interrogation que j'ai commencé à m'intéresser à la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est fondamentalement une momie qui est au musée Flaubert. Et quand j'ai vu cette momie, j'ai tout de suite pensé à Chateaubriand et à la momification de Talleyrand, parce que j'avais devant moi un homme momifié avec ses décors maçonniques qui étaient là, et a priori personne n'était au courant que ce monsieur était franc-maçon, mais pourtant c'était sur lui. Genre, j'ai dit, mais madame conservatrice du musée, je ne citerai pas son nom, mais c'est une momie maçonnique, madame, on ne sait pas. Alors là, j'ai commencé à creuser, et c'est comme ça que je me suis aperçu, en faisant des recherches, que Flaubert était franc-maçon. Voilà. Bon, c'est donc l'objet de mon travail, donc 3 volumes. Le premier, Gustave Flaubert, le Grand Orient de France. Le deuxième volume, ça va être le Pacte des Grenouilles, et le troisième volume sera La Danse des Morts, puisque La Danse des Morts est un des principaux textes que Flaubert a écrit alors qu'il avait 15 ans, et qui prouve, à travers les relations qu'il avait avec Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, donc un ami de son père, mais aussi son professeur de dessin, le lien par rapport aux travaux de gravure de M. Langlois, que Flaubert avait déjà à 15 ans avec la franc-maçonnerie. Alors le Pacte des Grenouilles, c'est avec Maxime Ducamp. Voilà, alors on retrouve donc cette histoire de grenouilles et d'anneaux que Flaubert et Ducamp vont s'échanger dans les souvenirs littéraires de Maxime Ducamp. Flaubert est panthéiste. Alors, oui. Spiritualiste. Spiritualiste, oui, il l'est, c'est sûr. Oui. Il a été initié à travers des doctrines d'ésotérisme chrétien, entre autres une gravure que je vous ai montrée tout à l'heure, et il a reçu un enseignement, ça c'est sûr. On le classe dans l'école réaliste, avec Madame Bovary. D'ailleurs, il a eu
à cette occasion-là un procès. Donc Oui. il s'en est sorti grâce à ses appuis politiques, connaissait son avocat aussi. Il connaissait très bien l'empereur. Oui. Il était reçu régulièrement chez l'empereur. Il allait aussi. Alors là, c'est là où c'est intéressant. Hein. Là, j'ai pris quelques notes parce qu'il faut avoir le souvenir des noms. Il connaissait très bien Julie Bonaparte, qui faisait des salons littéraires, et il rencontrait le cousin de Julie, donc Lucien Murat, qui était grand maître du Grand Orient de France. Hein. C'était une rencontre régulière qu'il avait avec ce milieu auquel il appartenait. Mais ce réalisme va le conduire. Alors, il y a Bouvard et Pécuchet à la fin de sa vie, hein, une écriture qui commence en 1872 et qui est inachevée en 1880 à sa mort. Ce réalisme le pousse à croquer ses contemporains vains et un peu imbéciles, pour dire le terme franchement. Et il va rentrer en opposition avec d'autres francs-maçons. Alors on peut résumer ça comme ça. Il faut savoir que Flaubert était ami avec ces bourgeois qui vilipendait. Hein. Entre autres, il était ami avec Alfred Guérard, qui est le premier à avoir installé une raffinerie de pétrole en France, la Luciline, la société s'appelait la Luciline, où il raffinait ce pétrole lampant, donc pratiquement en face de chez Flaubert, sur une île, et il exploitait le brevet Rockefeller de ce pétrole lampant. Et donc, très rapidement, Flaubert, même pas très rapidement, dès sa naissance, Flaubert est entouré par ce milieu-là. Et il va, parce qu'il a justement une culture spirituelle, les accuser, les vilipender, jusqu'à même avec Bouvard et Pécuchet, hein, il les accuse d'être stupides, de ne pas voir la réalité, d'être à côté de la plaque. Et d'ailleurs, quand il écrit Bouvard et Pécuchet, hein, il va commencer son livre par... il faisait 33 degrés sur le boulevard Bourdon, qui était absolument désert. Donc là, il montre du doigt une franc-maçonnerie qu'il connaissait bien, et de manière assez raffinée, il va tout simplement dire, mais qui êtes-vous, vous qui prétendez être au sommet d'une pyramide et qui, au bout du compte, êtes habité par le vide. Du coup, ça va le conduire à certaines associations, comme par exemple avec Maupassant. Alors, l'affaire de Maupassant est intéressante parce que Maupassant va être sollicité par la franc-maçonnerie, il va être sollicité par Catulle Mendes. Il faut savoir que Catulle Mendes était un grand ami de Gustave Flaubert. Et que dans la lettre de refus de Maupassant à Catulle Mendes, il parle de notre vénérable, et notre vénérable, bien évidemment, c'est Flaubert. Et là, rien que sur cette lettre, on a une preuve de la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. D'ailleurs, il faut savoir que on peut douter de la non-appartenance de Maupassant à la franc-maçonnerie, parce que à la fin de la lettre, il dit: nous sommes amis, si vous insistez, c'est oui. Et qui va initier à l'écriture Maupassant, c'est Gustave Flaubert. Et alors il y a cet épisode des ratures qui est très intéressant dans l'enseignement que Flaubert a donné à Maupassant. À chaque fois que Maupassant venait avec un texte, Flaubert le regardait et déchirait le travail de Maupassant. Et jusqu'au jour où Maupassant vient avec un certain nombre de ratures, et là il lui dit: bon, c'est bon, tu es prêt. Alors à quoi pourrait correspondre ce travail littéraire entre Maupassant et Flaubert? Bon, il faut savoir que ces auteurs cryptaient leurs ouvrages, utilisaient des techniques de métalangage, et dans un livre présentaient plusieurs livres. Et on peut se poser la question à ce moment-là de savoir si, au bout du compte, cet enseignement que Maupassant a reçu de la part de Gustave Flaubert n'est pas une manière d'initiation.
Olivier Ronet, quelle est l'origine du Grand Orient de France? On est sous Louis XV. À cette époque, donc avant 1773, Louis XV entre en conflit avec la couronne d'Angleterre quant à la succession de la couronne d'Autriche. Cette lutte politique entre la France et l'Angleterre va, au bout du compte, Louis XV va, à partir de là, interdire une maçonnerie qui est une maçonnerie anglaise et qui s'appelait la Grande Loge de France. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait, à travers cette maçonnerie anglaise, des attaques du royaume de France qui avaient été mises en place. D'ailleurs, on retrouve cet épisode dans le livre d'Alexandre Dumas, Joseph Balsamo. Malgré tout, le système maçonnique étant un système de contrôle du peuple, il a été donc favorable à la reconstruction d'une maçonnerie française, et cette maçonnerie française va s'appeler le Grand Orient de France. Alors, qui va diriger le Grand Orient de France? Eh bien, c'est tout simplement les cousins. Alors, les cousins, c'est donc la cour de Versailles, et les cousins, bon, c'est Montmorency, le Luxembourg, c'est le duc d'Orléans, c'est Saint-Simon. Donc, grâce à ce réseau qu'il reconstruit avec ses cousins, il va pouvoir contrôler et être informé de ce qui se passe dans le pays, donc maîtriser le royaume. D'ailleurs, à ce propos, on peut se poser la question, à partir de là, de la vraie utilité de la maçonnerie pour le pouvoir. Et on a un autre épisode très intéressant, les manigances du duc d'Orléans qui, quand Louis XVI arrive au pouvoir, jaloux, va essayer de donner un coup de coude à son cousin pour prendre sa place. Sauf que ça se passe pas très bien, et il va utiliser la franc-maçonnerie pour déstabiliser le pays. Alors c'est vrai que Louis XVI, à cette époque, n'était pas très agressif, ou il n'était pas très vigilant de ce qui se passait dans le pays, donc ça a donné carte blanche au duc d'Orléans pour déstabiliser le pays. Sauf que ça a dérapé, on est arrivé au moment de la terreur, et les aristocrates et les bons bourgeois se sont retrouvés très rapidement sous le couperet de la guillotine. Ce qui a d'ailleurs décidé Talleyrand à en finir avec Robespierre. Donc Talleyrand, c'est un franc-maçon, c'est un des principaux dirigeants du Grand Orient de France à cette époque, et il va s'organiser pour en finir avec Robespierre. Donc la franc-maçonnerie va mettre un terme à la terreur, et tout doucement reconstituer le tissu social qui avait été, en quelque sorte, malmené. Donc on arrive après avec Bonaparte, et de nouveau, qui va être à la tête du Grand Orient de France? Son frère. On va passer maintenant sous Napoléon III. Sous Napoléon III, qui va être encore une fois grand maître du Grand Orient de France, eh bien on a Lucien Murat, un cousin de Napoléon III. Et comme ça se passe pas très bien avec Lucien Murat, eh bien Napoléon III va essayer de le mettre de côté et le remplacer par un maréchal, donc c'est le maréchal Magnan, qui, lui, n'étant pas maçon, mais étant un homme de confiance, va être initié en 48 heures et nommé d'office grand maître du Grand Orient de France. Alors, ce qui est encore plus intéressant, parce qu'on va continuer un peu dans l'histoire, on a le moment de la Commune. Alors, le moment de la Commune, c'est assez extraordinaire, parce qu'on nous fait croire que la franc-maçonnerie s'est levée avec le peuple pour organiser une révolution, mais c'est faux. Parce que nous avons à ce moment-là, sous Thiers, un grand maître du Grand Orient de France qui s'appelle Laribière. Et Laribière, au moment de la Commune, s'est tout de suite rangé du côté de Thiers, puisque de toute façon, c'est Thiers qui tenait la franc-maçonnerie. Et les malheureux 1500 dissidents francs-maçons qui sont restés sur les barricades, ceux qui n'ont pas été tués par les balles des soldats, ont été dénoncés, la liste a été dénoncée, donc livrée à Thiers, qui les aura par la suite fait exécuter ou déporter. Donc la franc-maçonnerie, à cette époque-là, a été contre la Commune et aux côtés de Thiers dans cette guerre civile. Et on s'aperçoit au bout du compte que la franc-maçonnerie et l'État, eh bien c'est la même chose.
Hein, l'affaire des fiches, hein, qui aura lieu au début du XXe siècle, nous montre le fonctionnement de la franc-maçonnerie. Et comment ça marche? Eh bien c'est simple. Vous avez donc des loges, à partir de là des travaux, ces travaux remontent, arrive dans les mains de celui qui dirige. Alors ça peut être un président, ça peut être un empereur, ça peut être un roi, et à partir de là, des actions politiques vont être menées pour conserver la stabilité du pays. Donc la franc-maçonnerie a toujours été un instrument du pouvoir, et donc à partir de là, on peut aussi démystifier cette idée de complot maçonnique, puisque la franc-maçonnerie, c'est l'État. Oui. Et donc c'est parce que Flaubert va être confronté à ça qu'il va avoir des soucis, parce que quand il écrit Candidat, il attaque le pouvoir. Alors le Grand Orient, là, tel que vous le décrivez, je pourrais le résumer comme étant une sorte de Big Brother, c'est une sorte de lancé police par Louis XV et puis qui sert de police. Tout à fait. Peut-être même jusqu'à nos jours, vu la composition voilà. du gouvernement. Jusqu'à nos jours, mais même à l'époque du Front populaire, nous avions un grand maître qui s'appelait Groussier, et Groussier donc était proche du gouvernement du Front populaire. C'est toujours la même histoire. Et aujourd'hui, il y a deux tendances au Grand Orient de France. Il y a la tendance proche de Barthelone, et la tendance qui est proche de Hollande. Alors il y a les hollandistes et il y a les bartheloniens. Et bien évidemment, c'est la mouvance hollandiste qui tient le Grand Orient de France, puisque Daniel Keller est proche du président de la République. Encore une fois, on est sur le même schéma. Olivier Ronet, Gustave Flaubert va rentrer en conflit avec ce Grand Orient à l'occasion de la présentation à Paris d'une pièce, Le Candidat, 1874. On ne peut pas vraiment dire qu'il rentre en conflit ouvert, mais en revanche, on peut dire qu'il attaque l'entité de l'homme politique. Hein. Il attaque fondamentalement l'hypocrisie, la sournoiserie des politiciens. Donc, quand il écrit cette pièce, on est en 74, elle est présentée en 74 à Paris, on est un an avant l'amendement Vallon, il met directement en cause le système. Il ira jusqu'à quelques mois avant sa mort, hein, il continuera, à ce moment-là, Zola songeait à un journal, et il voulait, avec donc Maupassant, écrire un certain nombre d'articles. Le thème des articles que Flaubert devait écrire, c'était les tyrans du XIXe siècle. Et donc, il mettait en cause les grands responsables et les hommes qui étaient les hommes de finance. En écrivant le candidat, en présentant le candidat, il attaque les élus, mais aussi ceux qui les financent. Cette dernière partie de son travail, il dira, en montrant du doigt la maison de Rothschild, les misérables susnommés, donc il parle des Rothschild, ont fait verser plus de larmes que Waterloo et Sedan. Donc là, il est en confrontation directe avec cette bourgeoisie rouennaise, donc les grands financiers, qui sont en quelque sorte chapeautés par Rockefeller et Rothschild, le Grand Orient de France étant, entre guillemets, racheté par ses forces et ses puissances financières, eh bien il s'attaque à ces gens-là. Alors évidemment, ça lui a causé, par rapport à l'entreprise de Comenville, donc une entreprise de commerce du bois, un certain nombre de problèmes financiers qui le poussera jusqu'à la ruine. Donc on peut aller jusqu'à se poser la question de savoir si on ne l'a pas un peu aidé. Oui, parce qu'il meurt dans la misère en 1880. Voilà. Olivier Ronet, merci beaucoup pour cet entretien sur votre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France, qui est donc le premier volet d'une série de 3 livres sur Gustave Flaubert. Le second, dont je vois le manuscrit sur la table, c'est consacré au voyage en Égypte. Et consacré au voyage en Égypte. Et au lien que Flaubert... Donc le propre maçonnisme de Flaubert. Alors c'est les liens intellectuels que Flaubert va avoir avec Maxime Ducamp,
et une démonstration assez travaillée de leur franc-maçonnerie mutuelle. Il faut savoir que Maxime Ducamp fait partie de la grande aristocratie française, et quand il a cet héritage familial qui est colossal, il hérite de la bibliothèque d'Herbelot, qui est la bibliothèque orientaliste par excellence, et qui est à l'origine des principaux rites maçonniques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et cette bibliothèque dont il va hériter sera dans l'une de ses propriétés, donc une commanderie templière qu'il hérite. On voit tout de suite le lien familial entre Maxime Ducamp, à travers le tome 2, et ces Versaillais aristocrates, cousins du roi, hein, qui ont monté cette maçonnerie française. Olivier Ronet, merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Merci de me recevoir, de me permettre de parler de mon travail. À très bientôt.